Donc on va continuer cette matinée jusqu'à la pause méridienne en parlant des confins des pathologies psychiatriques et neurologiques. On accueille donc avec nous le docteur Samuel Bulto de Nantes, le docteur Jean-Pierre Schuster de Lausanne, et j'excuse le professeur Sylvain Lehmann que je remplace, puisqu'il est pris en fait il préside le congrès international des biomarqueurs aujourd'hui et demain. Il s'avère que c'est mon directeur de labo et mon directeur d'équipe, donc on a fait la présentation ensemble. Donc vous aurez quand même les biomarqueurs à la fin. On va donc commencer avec Dr Samuel Bulto, qui est psychiatre de la personne âgée au CHU de Nantes, responsable de l'unité personnes âgées et chercheur clinicien enseignant. Il s'intéresse plus particulièrement aux dépressions résistantes. On va faire les présentations comme tout à l'heure, les unes après les autres. Ensuite, on prendra un temps de questions et promis, on essaiera de conserver ce temps de questions. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Merci Stéphanie pour la présentation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très classique en PPA, l'apathie, mais ça fait du bien comme ça d'avoir des routines et régulièrement de refaire le point. Donc on va parler aujourd'hui de l'apathie et de ses liens avec les troubles dépressifs et les troubles neurocognitifs majeurs. J'en avais parlé un petit peu l'an dernier, mais on va essayer d'aborder les choses sous un angle un tout petit peu différent. Et n'hésitez pas surtout si vous avez des questions. Alors d'abord, on va repartir, enseigner, c'est répété par une bonne définition assez consensuelle maintenant, révisée en 2018 par des conférences de consensus d'experts au niveau international. Pour savoir vraiment de quoi on va parler, là il s'agit de la définition d'apathie qui peut s'appliquer aussi bien, je dirais, aux troubles psychiatriques qu'aux troubles neurologiques, en tout cas tel que l'ont rapporté les auteurs. Et donc il s'agit avant tout d'une réduction quantifiable de l'activité dirigée vers un but. Voilà, comme ça on a une définition assez large et assez claire, et on va voir qu'il y a un processus derrière cette activité dirigée vers un but par rapport à l'état précédent du fonctionnement du patient et dans différents domaines. Donc c'est important aussi de se dire que maintenant l'apathie, c'est plus une vague notion comme ça, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de mesurer dans les essais cliniques ou en pratique sur le terrain dans les soins de manière un peu plus dimensionnelle, avec une dimension d'abord comportementale et cognitive, puisque c'est très relié, une dimension émotionnelle et puis une dimension sociale. Ça c'est important parce que on brosse, on balaye comme ça, je dirais, le spectre de l'apathie plus largement, et puis surtout on peut mesurer dans une pathologie donnée ou chez un patient donné si telle ou telle dimension est plus atteinte ou pas, sachant que des fois au début des troubles il peut y avoir qu'une dimension qui est atteinte et puis ça va s'étendre au fil du temps sur plusieurs dimensions. Donc s'agissant du comportement et de la cognition, il y a une baisse globale du niveau d'activité générale. Donc le patient, par exemple à la maison ou au travail, fournit moins d'efforts pour initier à accomplir des tâches, des tâches ménagères, des tâches du domicile par exemple. Il y a aussi une difficulté à persister dans ces activités, donc le patient maintient moins ses efforts et va moins jusqu'au bout des tâches. Il a du mal à prendre des décisions et il a moins d'intérêt pour les enjeux externes, c'est-à-dire qu'il réagit moins à ce qui se passe autour de lui et il a aussi moins d'intérêt pour faire de nouvelles activités. On a une répercussion aussi de l'apathie sur la façon dont le patient va pouvoir prendre soin de lui, de sa santé, de son bien-être. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important à mesurer dès l'entrée, quand on essaye de faire entrer un patient dans le système de soins, de bien qualifier ses atteintes au niveau de l'apathie. C'est important pour pouvoir l'amener aux soins et actionner différents leviers qui lui permettent de prendre soin de lui. Au niveau émotionnel, il montre moins d'émotions spontanées, il exprime moins de réactions également en réponse à des événements positifs ou négatifs qui touchent directement. Alors, c'est vrai que dans la dépression, on va voir que ça peut être un peu plus subtil, mais j'en parlerai juste après. Et puis, il est moins concerné par l'impact de ses actions, de ses sentiments envers les personnes qui l'entourent. Il a également moins d'empathie envers les émotions ou les sentiments des autres. Et puis, il identifie moins bien ses propres états mentaux et ses propres émotions, ce qui va finalement impacter, donner une forme d'émoussement comme ça au niveau émotionnel. Et puis, il a moins d'expression verbale et physique. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. C'est assez large, en fait, comme spectre et comme définition. Au niveau des interactions sociales, il y a une perte
d'initiatives spontanées pour, je sais pas, aller prendre des nouvelles, se saisir d'une activité sociale, initier une conversation, les patients restent repliés chez eux, etc. Vous voyez qu'il y a une quantité de symptômes, mais il faut que ces symptômes aient un retentissement fonctionnel réel. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plainte de l'entourage particulièrement, c'est peut-être moins la peine de s'alarmer, etc. Si en revanche vous avez les cliniciens ou les proches qui notent qu'il y a un changement par rapport à l'état antérieur avec un vrai retentissement fonctionnel, il faut pouvoir s'en préoccuper, le détecter. Et si les symptômes durent plus de 4 semaines de manière, continue, on peut considérer qu'il s'agit bien d'une apathie. Il ne faut pas que ce soit trop transitoire et il ne faut pas non plus que ces symptômes puissent être causés par d'autres causes, tels que un handicap moteur, les effets, de troubles neuroleptiques, de prise de substances, de changements majeurs dans l'environnement du patient. Je ne sais pas, il y a un conflit ou il y a eu un deuil, c'est normal que le patient se replie pour le coup. Et donc il va falloir quand même interpréter ce repli à l'aune du contexte. Et puis des handicaps physiques, cécité, surdité ou même du niveau de conscience du patient. Donc pour faire le diagnostic, il faut... désolé, ça fait un peu catalogue, mais si on ne pose pas bien les choses dès le départ, c'est plus compliqué après de discuter. Il faut que vous ayez 2 dimensions qui soient présentes, au moins, et puis la plupart du temps. Voilà. Pour ce qui est du distinguo entre apathie plutôt neurocognitive et dépressive, si je puis dire, c'est-à-dire associée à troubles neurologiques ou à la dépression. Les antécédents vont être évidemment essentiels à considérer pour faire la part des choses. Dans un cas, un déclin cognitif progressif, dans l'autre, des antécédents de dépression qui sont un indice que le patient pourrait être en train de rechuter. Il y a également la qualité de l'apathie en elle-même. On va avoir dans les troubles neurocognitifs un manque global d'intérêt, de motivation, de réactivité émotionnelle et d'interaction sociale. Sachant que dans la dépression, on peut avoir ça, mais on a des fois une hyper-réactivité aux stimuli négatifs et l'apathie va fluctuer en fonction du niveau de symptômes affectifs. Si vous traitez avec votre antidépresseur ou par TCC votre patient, il va améliorer son niveau d'apathie par exemple. Mais on peut avoir des coexistences par exemple d'hyper-réactivité, de détresse émotionnelle et en même temps à d'autres moments dans la dépression de sentiments de vide ou de perte de motivation. Donc les choses peuvent coexister, voire fluctuer un petit peu. Et des fois, le manque de motivation peut masquer, ou l'indifférence, une forme d'anxiété intériorisée, sous-jacente, chez les patients d'ailleurs qui ne s'expriment pas forcément beaucoup au niveau émotionnel. Donc vous voyez que ça devient vite un petit peu touchy, un peu complexe au niveau de l'analyse sémiologique. Les symptômes associés vont bien nous aider dans ce contexte. Dans les troubles neurocognitifs, vous avez une altération plus marquée des fonctions cognitives que dans la dépression, avec des fluctuations comportementales, moins de symptômes dépressifs et plus de perte d'autonomie globalement, sauf dans les dépressions très sévères ou les formes pseudo-démentielles évidemment. Dans la dépression, on va avoir des symptômes connexes tels que les pensées négatives récurrentes, l'humeur triste, la perte d'intérêt et l'anédonie. Vous savez, l'anédonie, c'est la perte spécifique de plaisir, c'est-à-dire je ne ressens pas le plaisir à faire une activité. Ça participe du processus d'apathie, mais ça oriente quand même sur l'apathie d'origine dépressive, même si on n'a pas d'échelle, par exemple, d'anédonie validée dans les troubles neurocognitifs, par exemple. Ce serait peut-être des travaux à faire, mais c'est des fois difficile de détecter l'anédonie chez les patients qui ont un trouble neurocognitif. Alors, des fois, c'est assez subtil. On regarde dans les transes infirmières ou aides-soignantes, si le patient il aime moins quelque chose qu'il aimait avant, etc. En termes de ressenti, hédonique de plaisir. Et donc, il ne faut pas hésiter à utiliser des échelles sur ce versant dépressif pour pouvoir détecter justement ces symptômes associés. La réponse au traitement, c'est-à-dire le traitement, c'est pas que les antidépresseurs, mais c'est aussi ça. On sait que les antidépresseurs marchent pas ou peu dans l'apathie d'origine neurodégénérative, ils marchent bien dans l'apathie d'origine dépressive. Et en revanche, à contrario, les stimulations externes dans l'apathie associée aux troubles neurocognitifs vont être plus à même peut-être d'améliorer le patient, même si certains n'en bénéficient pas complètement. C'est pas non plus tout noir ou tout blanc, mais le patient dépressif est parfois moins réceptif à certaines stimulations externes par, je sais pas moi, crainte de l'échec, perception négative de ce qui va se passer, de sa confiance en lui, ou parce qu'il est fatigué, ou il y a trop de surstimulation, il est dans le refus, l'opposition, etc. Donc on peut avoir comme ça une forme d'opposition un peu plus. Et puis il y a l'impact sur le fonctionnement quotidien, c'est-à-dire dans la dépression, on a quand même vraiment des éléments
d'impact thymique plus marqué, mais je l'ai déjà dit. Ce qui est important aussi pour complexifier encore un petit peu plus les choses, on va complexifier, après on va essayer de resimplifier. On va faire un truc comme ça un peu divergent, convergent. Là, je suis en train de complexifier, donc je suis désolé. Mais l'apathie et l'anédonie, vous voyez, peuvent coexister et dans une quantité de troubles différents, que ce soit Alzheimer, dépression, schizophrénie, Parkinson, trauma crânien, AVC, etc. On a une co-occurrence qui n'est pas rare. Et vous voyez que l'apathie, dans nos troubles, dans l'Alzheimer, on considère qu'il y a 40-50% des patients qui ont une apathie telle que je l'ai définie, c'est-à-dire complète ou sur les échelles. Après, des symptômes apathiques, on peut en avoir chez 90% au cours de l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est le symptôme psychocomportemental le plus fréquent. On peut avoir donc cette coexistence. Ils peuvent aussi être isolés et puis sont corrélés à d'autres variables qui sont très proches, comme le niveau de fatigue, d'énergie. L'énergie, c'est la diminution d'énergie, de vitalité, d'anxiété. Et ça, on va voir que c'est important pour la dépression, et notamment les ruminations négatives et les troubles cognitifs, notamment l'atteinte des fonctions exécutives. Donc tout ça est très interconnecté. Et quand vous avez de l'apathie, malheureusement, le pronostic est moins bon parce que ce sont des patients qui ont un surrisque de troubles neurocognitifs plus global ultérieur. Il y a plus de fardeau de les dents. Les traitements de la dépression marchent moins bien et c'est des patients plus à risque de conversion vers un Alzheimer, par exemple, et à plus de risque de moins s'engager, évidemment, logiquement, dans les soins. D'ailleurs, il y a aussi un élément à considérer, c'est que c'est des boucles d'auto-aggravation. Quand vous avez des troubles cognitifs, vous avez du mal à faire des stratégies et donc à planifier votre action et donc vous ne faites pas d'action. Mais comme vous ne faites pas d'action, vous n'avez pas d'occasion de stimuler vos capacités cognitives et c'est un cercle vicieux qu'on va essayer de rompre ensemble avec quelques pistes de préconisation en pratique vraiment très concrètes. Sur le bilan, évidemment, une évaluation neuropsychologique plus approfondie peut être intéressante. Les fonctions qui sont atteintes dans l'apathie, le syndrome que j'ai décrit dans la littérature, c'est beaucoup les fonctions exécutives, l'attention. Donc là, vous avez au sein des fonctions exécutives la planification, les fluences, l'inhibition, la prise de décision, les exercices en double tâche, faire deux choses en même temps. Mais il y a aussi des atteintes de la théorie de l'esprit, c'est-à-dire comment je peux me représenter les intentions de l'autre, qui peuvent m'engager à interagir avec lui, la cognition sociale, comment je peux lire les émotions pour pouvoir interagir. Donc vous voyez que la cognition, c'est global. Et puis dans votre bilan neuropsychologique, vous aurez aussi des arguments pour du diagnostic différentiel sur des atteintes, je sais pas, des praxies, la mémoire ou autres qui vont vous orienter sur des diagnostics spécifiques. Sachant qu'on peut avoir de l'apathie, évidemment, alors il y a la démence frontotemporale qui est un peu très connue pour donner de l'apathie, ces atteintes préfrontales, mais vous avez aussi dans toutes les maladies neurodégénératives une grande quantité de patients qui ont de l'apathie. Les examens de neuroimagerie sont très importants également. Ils peuvent permettre de détecter justement en présence d'apathie des signes d'atrophie, précurseurs de neurodégénérescence, de neuroprogression. L'histoire médicale détaillée va nous permettre, avec l'aide des proches, d'éclairer finalement la cinétique, la survenue des symptômes, dans quel ordre, à quelle vitesse, etc. C'est que la dépression, ça arrive plus brutalement, en quelques semaines. Les troubles neurocognitifs, c'est plus insidieux. Et puis, on va avoir besoin de croiser les regards, parce que tout seul, finalement, on est peu de choses. Et en discutant avec le neurologue, le gériatre, le psychiatre, etc., le psychologue, on va pouvoir y voir plus clair. Alors, je sais que parmi l'assistance, en fait, il y a beaucoup de gens qui utilisent le NPI, j'imagine, en EHPAD ou dans vos institutions. Donc il y a ces items qui sont les items de l'apathie. Ça peut être un moyen d'évaluer assez rapidement l'apathie. Ça couvre pas tout, mais c'est un outil qui est tout à fait possible et rapide. Donc vous voyez sur les exemples, je ne reviens pas, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure. Il y a la conversation, il y a montrer de l'affection, il y a faire les tâches ménagères, il y a s'intéresser aux activités, aux projets des autres, faire du lien avec les amis, les membres de la famille, les centres d'intérêt habituels, mais ça suppose de bien connaître son patient, qui vont pouvoir être diminués, etc. Et puis il y a d'autres échelles, je ne sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y en a pas mal, je ne les ai même pas toutes mises. C'est juste pour vous dire qu'il y a différents outils pour mesurer l'apathie. Il y en a qui font 3 items, d'autres qui font 30 items. Vous voyez que c'est
c'est assez variable. Et puis il y en a qui vont évaluer plus de dimensions que d'autres. Par exemple, l'échelle d'apathie de Lille, elle évalue plus de dimensions peut-être que d'autres échelles. L'échelle AES, Apathy Evaluation Scale, elle est bien des fois pour suivre l'évolution d'un traitement quand elle est cotée par un clinicien. Donc en fonction de ce que vous attendez des caractéristiques de l'outil, vous pouvez mesurer l'apathie. Mais c'est important quand même d'associer les proches dans cette évaluation de l'apathie, sachant qu'il y a même des études assez marrantes qui montrent que les proches, quand ils détectent l'apathie, on voit déjà qu'il y a des charges de plaques amyloïdes qui commencent à apparaître, et une forme de corrélation finalement entre le ressenti du proche que son proche devient apathique et le processus en lui-même neurodégénératif. Donc c'est important à entendre de la part des proches. Ça permet de détecter les choses. Et puis les profils d'apathie sont hétérogènes. Et cette hétérogénéité, on va voir que de plus en plus dans la recherche, mais aussi dans l'application des traitements, on va devoir l'utiliser. Donc par exemple, sur la démence frontotemporale, vous voyez ici à gauche, on a un profil d'apathie qui est assez global, exécutive, émotionnelle, anédonique, etc. Dans la démence sémantique au milieu, on a un profil qui est un peu plus anédonique par exemple, et puis dans l'Alzheimer, ce qui ressortait c'était plus le côté fonction exécutive notamment, et l'initiation. Donc vous voyez qu'en fonction, on va peut-être à l'avenir pouvoir proposer en fonction des types de troubles des approches un petit peu plus différentes. Et je complexifie encore, puis après je vais redécomplexifier. Mais je rends hommage au professeur Gabriel Robert, qui est le spécialiste de l'apathie, plus que moi d'ailleurs, qui a publié d'ailleurs récemment une étude sur finalement les liens entre les mesures d'activité physique motrice, donc avec de l'actimétrie. On met des bracelets pour voir la quantité de mouvement en moyenne que fait le patient dans sa journée ou dans sa semaine, et on essaye de faire des liens entre le niveau d'apathie et puis la connexion entre certaines régions cérébrales. Et donc, en fait, on voit que finalement, il y a des liens entre le niveau d'activité motrice dans la journée, qui peut être d'ailleurs peut-être un bon moyen à terme de mesurer l'apathie au-delà des échelles, et ces connectivités dans des régions qui sont impliquées dans les fonctions exécutives, dans la prise de décision, dans la conscience de soi. Et donc c'est pas un hasard, mais il se trouve que sans doute, chacun individuellement, on a un cerveau qui n'est pas câblé exactement de la même façon, et en fonction de notre histoire, de nos comorbidités, etc., on peut avoir des connectivités qui sont un peu différentes, et donc des sous-types peut-être d'apathie. Et si vous mettez des atteintes microvasculaires en plus, vous pouvez avoir comme ça, sur certaines connexions de certaines régions entre elles, et notamment le singulaire antérieur et l'aire tegmentale ventrale, donc ces régions fronto-striatales, dopaminergiques, vous pouvez avoir des atteintes et qui vont finalement se traduire par des atteintes des fonctions exécutives, de vitesse de traitement de l'information, mais aussi motrice. Comment je me lève de ma chaise, je fais demi-tour et je me rassois. Donc on est un peu au balbutiement d'essayer d'intégrer ces différentes dimensions, connectivité, activité motrice, statut cognitif, avec ou pas atteinte vasculaire. Vous voyez que ça devient un petit peu compliqué. Alors pour essayer de rassembler, de résumer un petit peu plus les choses, on va considérer qu'il y a 3 gros réseaux au niveau cérébral. Il y a le réseau du contrôle cognitif, avec le cortex préfrontal dorsolatéral notamment et le singulaire antérieur. Et ça permet de planifier et d'avoir des stratégies d'action, de sélectionner des actions, de changer de stratégie si ça change dans le contexte, vous voyez, d'actualiser un peu ses comportements en fonction de l'environnement. On a le réseau de la science. Ça, c'est un réseau, donc c'est des régions plus, vous voyez, orbitofrontales devant là en orange, ou des régions comme le nucléus accumbens sur la récompense, le plaisir, ou l'insula, c'est sur la conscience de son corps, par exemple, ou de ses émotions avec leur ancrage interoceptif, on va dire. Là, on a des régions qui évaluent en fait les stimulus soit externes, soit internes, et ce qui sont positifs, négatifs, et ça va influer évidemment sur la réactivité. Déjà, est-ce que je les détecte, est-ce que je les ressens, est-ce que j'en fais quelque chose ensuite dans ma prise de décision. Et puis on a les réseaux de la référence à soi, donc réseau par défaut, donc là qui fait appel à la mémoire autobiographique, mais aussi à une sorte de rêverie, de projection, de qu'est-ce que j'ai fait hier, qu'est-ce que je vais faire demain, etc. C'est quand on n'est pas focalisé sur un but. Et ça, c'est important, c'est une sorte de paysage mental, si vous voulez, où on a une sorte de référence à soi qui nous permet ensuite de se projeter dans l'avenir à partir des expériences qu'on a vécues et de comment on les perçoit et comment on les interprète. Donc vous voyez que c'est assez complexe.
mais on pense que il peut y avoir des atteintes de ces différentes dimensions. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'après, dans les soins, on va se dire, tiens, je vais plus agir sur la planification, tiens, je vais plus agir sur la valence émotionnelle ressentie de mon patient, tiens, je vais plus agir sur comment il a pu être en introspection, est-ce qu'il n'a pas trop ruminé négativement sur des choses qu'il vient de faire. Vous voyez que ça a quand même un impact ensuite concrètement sur le terrain. Au niveau de ce que c'est qu'une action, je le disais tout à l'heure, pour pouvoir agir, il faut d'abord envisager des scénarios d'action, évaluer le coût-bénéfice, j'en ai parlé l'année dernière, c'est une publication récente, ensuite préparer l'action, la commencer, maintenir l'effort, la terminer, en ressentir le plaisir et apprendre de ce plaisir pour éventuellement la recommencer. Vous voyez, donc finalement l'apathie c'est ça en termes de processus dynamique, plus que de catégories de listes d'items qui se superposent. Et je me suis amusé à essayer de réfléchir à ce que ça pouvait donner dans la dépression et dans les troubles neurocognitifs, les atteintes de ces différentes dimensions. On va les corréler un petit peu neuroanatomiques, mais on trouve ces régions un peu ventrale médiale sur la valence émotionnelle, le singulaire antérieur pour le côté évaluation de la décision et prise de décision. Et voilà. Alors, sur la génération d'options d'action, il faut que je fasse des actions. Est-ce que je peux décider de la faire? On voit que dans la dépression, ce qu'on note en plus par rapport au trouble neurocognitif, c'est que le patient il va ruminer, d'accord? Donc il va être accaparé par ces ruminations et donc être moins disponible pour décider ou générer des options d'action. Ensuite, il va être plus sensible à un risque de punition éventuelle, donc il va du coup se restreindre avant même de pouvoir générer des actions, il va en générer moins parce qu'il a cette espèce de menace qui plane comme ça. Et puis, il va être focalisé sur les informations négatives. Donc, quand on planifie ou on génère des scénarios à partir d'informations négatives, forcément, ce sont des alternatives qui vont être évitées. On ne va pas générer de scénarios positifs et on va surestimer les risques, il va y avoir de l'évitement. Et puis, tout ça conduit à cette forme d'apathie. Alors que dans les troubles neurocognitifs, on a moins ces biais attentionnels, émotionnels, on va dire. Parfois même, on surestime les bénéfices et on minimise les risques. Vous savez, ces troubles d'anosognosie, un peu sur ses propres capacités. Mais on a des décisions qui sont impulsives, c'est-à-dire qui ne sont pas basées sur une analyse rationnelle, une projection de long terme, avec des problèmes de planification qui vont gêner ces générations d'options et de prise de décision. Je sais que c'est assez dense, mais c'est intéressant quand même de décortiquer si on veut pouvoir après parler des soins. Préparation de l'action ensuite, initiation et maintien de l'effort. Logiquement, dans la dépression, c'est sûr que si le patient est dans le désespoir, il ne va pas forcément maintenir son effort, il va abandonner. S'il se sent coupable de faire quelque chose à l'avance, il ne va pas forcément l'initier, vous voyez ce que je veux dire? Donc ces symptômes dépressifs ont un impact direct sur les processus que je viens de citer tout à l'heure. Il y a aussi le fait que la concentration et l'attention soient réduites. Et donc le patient est fatigable et donc abandonne ou n'a plus de persistance pour garder une attention sur sa tâche. Il a, on l'a dit, du mal à planifier. Il ne visualise pas positivement les résultats potentiels de son action. Et quand il y arrive, il n'a pas de plaisir. Mais dans le plaisir, l'anédonie, il y a l'anticipation du plaisir et puis il y a le fait de ressentir le plaisir une fois que l'action plaisante est arrivée. Donc là, on voit que dans la dépression, les deux sont atteintes, aussi bien l'anticipation du plaisir que la consommation en fait du plaisir. Il y a aussi une forme de procrastination et de fatigue dans la dépression. On pense qu'on va être submergé, on reporte sans arrêt les tâches, ça va être une montagne d'avance. Et puis on a aussi des troubles du sommeil qui eux-mêmes génèrent une forme d'énergie ou de fatigue qui peut contribuer. Donc vous voyez qu'il y a quantité de paramètres qui peuvent interférer. Dans les troubles neurocognitifs, là on va plus être sur une difficulté à planifier stricto sensu, un manque de flexibilité, une passivité, une difficulté de concentration également, puis un désintérêt. Donc on retrouve quand même des choses assez quand même commune. Sur l'impact hédonique et l'apprentissage de ce que j'ai fait, là c'est vraiment l'interprétation négative de mon expérience après l'avoir vécu. La réactivité émotionnelle aussi atténuée, c'est-à-dire que je vais ressentir quelque chose qui s'est bien passé, je vais le ressentir moins fort. Donc je vais moins l'apprendre en fait, parce que je vais le ressentir moins fort que quelqu'un qui est pas déprimé. Il y a également l'anticipation des déceptions et puis la concentration sur les échecs. Une fois que j'ai fait les choses, je vais me souvenir surtout de mes échecs. Et je vais avoir du mal à apprendre aussi juste parce que le processus d'apprentissage et de plasticité synaptique, il est atteint. Dans les troubles neurocognitifs, il y a aussi un impact hédonique, mais qui est peut-être moins
moins fort, moins diffus. Par contre, là où il y a plus de problèmes, c'est sur les difficultés d'apprentissage en tant que tel, c'est-à-dire la mémoire de ce que j'ai fait, la rétention un peu des conséquences de mes actions, et puis le fait de répéter des choses qui n'ont pas fonctionné parce que juste j'ai oublié, etc. Ça va être plus prégnant dans ces types de troubles-là. Et enfin, j'aborde les traitements rapidement. Les traitements médicamenteux sont évidemment essentiels. Là, j'ai mis des références, mais ça va couvrir les quelques diapos qui suivent. Il faut bien sûr personnaliser les traitements en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en connaissant les centres d'intérêt, les préférences du patient, notamment sensorielles. Les approches multisensorielles sont recommandées. Et il faut impliquer les proches et professionnels de santé pour avoir ces activations externes qui sont absolument essentielles. Les approches multisensorielles qui sont validées dans toute la littérature internationale, je vous les ai mises ici en résumé. L'aromathérapie, les massages, le snozélène, la musicothérapie, la stimulation cognitive, évidemment, la remédiation cognitive, la réminiscence, les méthodes de relaxation. Donc je vous invite dans vos hôpitaux de jour, etc., vos ateliers à mettre des choses comme ça en place. Les technologies de l'information aussi, de la communication qui ont un bon potentiel de permettre aux patients de se motiver, de vivre des expériences et de pouvoir y revenir éventuellement soit seul, soit en présence d'un proche. La communication simplifiée et bienveillante. Je dis les choses clairement, je touche le patient d'une façon thérapeutique, j'instaure une confiance. L'exercice physique, qui est majeur. Alors, l'exercice physique, ça peut être différentes fréquences, en intensité, en durée, en type, et il y a des exercices qui vont plus ou moins solliciter la cognition, d'autres qui vont plus ou moins solliciter aussi le réseau social et la socialisation. Donc en fonction, vous allez avoir des résultats plus ou moins puissants sur l'apathie. Les psychothérapies qui sont validées dans ce domaine, c'est la conversation thérapeutique ou individuelle en groupe, les psychothérapies interpersonnelles familiales, l'entraînement à la résolution de problèmes, on l'a vu, pour gérer les défis du quotidien, planifier, faire des stratégies. La TCC, ça c'est pour remplacer les pensées négatives par des pensées positives plus fonctionnelles. On a vu que dans la dépression c'était majeur, parce que le patient s'inhibe déjà dès la genèse de son plan d'action. La méditation pleine conscience pour diminuer les ruminations qui consomment des capacités cognitives et qui empêchent le patient d'être disponible pour ses activités. Donc finalement, méditer, ça peut, contre-intuitivement, mais ça peut aider sur l'apathie, en tout cas chez un sujet dépressif, parce que votre patient il va être moins accaparé par les ruminations. La thérapie ACT aussi, donc pour accepter les émotions négatives, pouvoir en sortir et initier des choses qui ont du sens par rapport à sa propre histoire de vie, à ses valeurs. Et puis l'activation comportementale, programmer des activités régulières et puis traiter les insomnies, alors soit de façon non médicamenteuse de préférence ou médicamenteuse mais pas trop fort. Il y a le fait de structurer les tâches et l'environnement, donner des coups de pouce, par exemple disposer des objets ou donner des choix un peu restreints au patient sans le forcer ou le manipuler, mais pour l'aider à initier des choix. La planification des routines, récompenser, valoriser, faire du feedback positif à fond, et adapter l'environnement pour réduire les distractions et avoir un environnement calme et rassurant. La psychoéducation des proches, évidemment, aider le patient à prendre des décisions peut-être avec des petits outils. J'ai vu une étude marrante chez des schizophrènes, il y avait un jeu de dés, donc le patient il n'initie rien, donc il prend ses dés, il lance, et puis il y a un dé avec une phase qui dit sur l'hygiène de soi, sur les activités de loisirs, et donc ça le permet de s'auto-initier un peu comme ça, avec un petit stimuli un peu comme ça externe, donc c'est ce genre de technique. Encourager l'autonomie et puis faire des groupes de soutien. La RTMS, il y a du potentiel dans l'apathie, y compris dans l'Alzheimer, peut-être même plus dans les maladies de type Alzheimer que Parkinson, sauf dans la dépression associée au Parkinson, puisque là on peut avoir un effet de la RTMS dans le Parkinson sur l'humeur et donc qui va améliorer aussi l'apathie indirectement parkinsonienne, mais il faut avant tout dans le Parkinson traiter le Parkinson avec les agonistes dopaminergiques notamment. Voilà, donc à terme, il faut plus d'études sur la RTMS pour pouvoir conclure, mais il y a un potentiel, c'est bien toléré, avec pas mal d'études positives maintenant. Il y a le méthylphénidate en médicamenteux, donc ça c'est la Ritaline, donc on est plutôt sur des doses de 5, 20 mg, des doses assez faibles. Alors attention, ça peut faire perdre un petit peu de poids, et puis il faut faire un bilan cardiaque et avant, des fois ça peut aussi être un petit peu excitateur, je sais pas, sur l'insomnie ou l'anxiété, mais il semblerait qu'il y a une action un peu spécifique sur l'apathie, notamment dans les troubles neurocognitifs. Il y a une grosse étude dans la dépression, sur les formes anergiques de dépression aussi, avec le citalopram sur 140 patients.
Donc c'est quelque chose qui commence à peut-être se dessiner. Le rationnel, c'est qu'en fait, on va, ici, vous voyez, agir sur la recapture de la dopamine et de la noradrénaline, qui sont les deux grandes voies de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans l'apathie. Les inhibiteurs de la cholinéstérase ont un niveau de preuve un petit peu plus faible parce qu'en fait, dans les études, c'était des objectifs secondaires des études, alors que le méthylphénidate a été étudié spécifiquement à des échelles d'apathie en critère de jugement principal. Mais il semblerait que ça puisse quand même aider un peu certains patients. Les agonistes dopaminergiques, plutôt Parkinson surtout. Les antidépresseurs sérotoninergiques ne marchent pas, ou peu, sauf quand vous avez de la dépression évidemment. La vortioxétine, qui est un multimodal, aurait peut-être des actions un peu plus dopaminergiques ou catécholaminergiques qui pourraient peut-être à étudier un peu plus le positionner. Il y aurait des effets un peu procognitifs et sur l'anédonie, donc il faut tester un peu de ce côté-là. Le ginkgo biloba, la mémantine, bon, niveau de preuve assez faible, et puis des traitements un peu plus expérimentaux. Je termine sur cette étude, c'est quand même un JAMA en neurologie, là, tout récent, qui montre que méthylphénidate agit, mais oui, plus sur les 2 premiers mois, et sur les échelles d'apathie du NPI, les 2 items que je vous ai montrés tout à l'heure, mais sur l'apathie globale du patient au quotidien, c'est pas non plus un truc extraordinaire. Donc je pense que les interventions non médicamenteuses et de se retrouver en terrasse, ça peut être aussi pas plus mal. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette présentation très intéressante, à la fois pour les psychiatres, mais aussi, je pense, pour les gériatres. En gériatrie, on y est grandement confronté et ça donne plein d'idées. On va passer la parole au docteur Jean-Pierre Schuster, qui nous vient de Lausanne. Il est psychiatre au SUPA, donc service universitaire de psychiatrie adulte du CHU de Vaudois, donc de Lausanne aussi, et maître d'enseignement à l'université toujours de Lausanne. Oui, ça fonctionne un peu mieux. Un grand merci à la SF3PA, à Carco, au comité local d'organisation, Stéphanie, de me donner la parole sur un sujet troubles psychiatriques organiques. Avant de commencer cette présentation, peut-être juste troubles psychiatriques organiques, réfléchissez ou convoquez votre souvenir. Quand est-ce que vous l'avez utilisé la dernière fois? Quand est-ce que vous avez utilisé la dernière fois le terme, très entendu, c'est organique ou c'est fonctionnel dans votre pratique? Et on va parler de ça ensemble. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Je me rends compte en fait que j'avais prévu d'écrire et puis que j'ai besoin de lunettes. Et c'est un peu pénible. On vieillit, quoi. Alors, initialement, j'avais pensé faire une présentation sur les maladies qu'on qualifie pas de troubles psychiatriques, pas de maladies psychiatriques, mais qui vont convoquer des symptômes psychiatriques comme le délire par exemple. Et là, vous allez avoir plein de maladies qui sont assez présentes, qui vont présenter des délires, en particulier dans la question de vieillissement. Donc vous avez, fonction des systèmes d'organisation, les épisodes confusionnels évidemment, les démences, les SCPD, quelqu'un qui va développer une maladie d'Alzheimer au cours de son parcours de malade, on va appeler ça comme ça, c'est pas propre, mais il y a une prévalence de 40% de délire, donc c'est quand même, quand on vous appelle pour dire le patient délire, c'est étonnant. Non, c'est pas étonnant, c'est effectivement de la clinique usuelle. Donc tous ces troubles, tous ces signes cliniques qui vont arriver effectivement dans des maladies qu'on ne qualifierait pas de psychiatrie. Et pour être un peu docte, et puis pour me rassurer, moi j'avais plutôt pensé même vous parler d'encéphalite et puis de syndrome paranéoplasique, de trucs un peu pointus, et puis je serais venu vous dire des choses comme ça, assez compliquées. Et ça m'a fait penser à cette citation que j'aime bien et qui parlera beaucoup de cette présentation, qui va surtout nous questionner sur notre savoir et notre rapport au savoir et à comment on fait. Alors je vous donne cette citation, elle est pas récente, elle est de Jean de la Bruyère. C'est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique. Celui qui ne sait rien croit enseigner aux autres ce qu'il vient d'apprendre lui-même. Celui qui sait beaucoup pense à peine que ce qu'il puisse être ignoré et parle plus indifféremment. Et du coup, effectivement, on va questionner notre rapport au savoir et comment on peut le penser. Et cette présentation, elle finalement, moi je trouve qu'elle souligne le grand intérêt de ces journées
où on va parler de formation, mais aussi on va parler de la possibilité de se rencontrer et de partager des expériences. Donc c'était un peu l'introduction. Alors, de façon un peu obsessionnelle, j'étais parti sur encéphalite, etc. Et j'aime bien classer, j'aime bien que les choses soient bien ordonnées. Et donc je suis allé voir dans les classifications internationales, qui ne sont pas des précis de sémiologie, hein, c'est pas là-dedans qu'il faut apprendre la médecine, mais ça classe, ça permet de un peu penser les choses. Et le terme organique n'existe pas ou n'existe plus en réalité dans le CIM11 ni dans le DSM5. Donc le terme que vous utilisez probablement dans le quotidien, ou en tout cas peut-être régulièrement en fonction de votre endroit de pratique, on en parlera, n'existe pas, n'existe plus. Alors, pour autant, la question de l'organe, de la maladie d'organe, c'est un concept fortement organisateur dans notre apprentissage médical et dans notre conception, effectivement, de comment on peut soigner. Et ça, on le doit au succès de la physiopathologie de Claude Bernard et aussi au grand succès de la médecine. C'est-à-dire qu'on évoquait de est-ce que c'était mieux avant ? Quand même, la médecine a fait d'énormes progrès et continue à en faire et on bénéficie de ça le moins possible au quotidien. Mais en tout cas, si on est malade, effectivement, on en bénéficie largement. Donc ce concept d'organe, il est quand même très fondamental et très organisateur. Vous avez les médecins des poumons, les médecins du cœur, qu'est-ce que vous avez comme... et les médecins du cœur, etc. Et puis, donc, vous avez aussi des médecins qui ne s'occupent pas d'organes. C'est un peu les prolétaires des médecins. C'est les gériatres, les psychiatres, les médecins de famille. Et ça, vous le voyez assez bien quand vous regardez les choix d'internat ou de NC ou quand vous regardez les grilles salariales des médecins. Globalement, on n'est pas tous équivalents, mais du coup, reste un peu cette idée. Alors pourquoi plus le terme d'organique dans les classifications internationales ? Ça fait assez longtemps en réalité que ce terme était amené à disparaître. Les débats sont là depuis plus de 50 ans et largement probablement au-delà, mais je n'ai pas retrouvé. En fait, ça fait assez longtemps que la pensée linéaire de la causalité entre structure et fonction est dépassée. Ça fait assez longtemps que la dichotomie corps-esprit est obsolète. Et donc aujourd'hui, et puis toutes les présentations que vous allez suivre dans n'importe quel congrès vont vous parler de la complexité, avec des diapositives qui sont de plus en plus incompréhensibles, avec des doubles flèches, des fonctionnements dans tous les sens, des images avec des choses qui s'allument pas, et il faut être extrêmement spécialiste, et je vais vous dire aussi l'importance de la formation là-dedans. Une image qui s'allume, ça ne veut pas dire que c'est positif, ça peut être aussi quelque chose qui va être inhibiteur ou autre chose. Donc c'est assez compliqué, et donc cette dualité, elle est quand même dépassée, et le terme d'organique est dépassé probablement, et vous avez plusieurs niveaux d'organisation de causalité, de l'immunité, de vascularisation, inflammatoire, microbiote, vulnérabilité, tous ces termes-là qui vont complexifier les choses. Les causalités sont plus linéaires, mais elles sont, comment on pourrait dire, plus complexes, avec des facteurs de modération, d'interaction, réciproque, de médiation, enfin tout ce qui fait que quand vous allez voir probablement un congrès de néphrologie, vous n'allez pas comprendre les choses parce que c'est compliqué en réalité, et puis que même un organe aujourd'hui, par exemple, a plusieurs fonctions, que ce soit des fonctions endocrines, des fonctions autres, qui vont se compléter. Donc ce concept, il est structurant, il est débattu, mais globalement, aujourd'hui, on est dans une clinique complexe, une connaissance complexe, et même les concepts qu'on nous avait appris il y a quelque temps sont débattus. Par exemple, le concept de la sérotonine dans le traitement des antidépresseurs, il y a des débats tout à fait passionnants à ce sujet. Et j'avais entendu quelqu'un le dire, alors je ne sais plus qui l'avait dit, mais j'aime bien cette phrase: on sait de mieux en mieux soigner, mais peut-être de moins en moins ce qu'on soigne. Je trouvais ça assez mignon. En tout cas, moi, ça me rassure dans ma pratique quotidienne. Alors, le terme organique a disparu, mais on continue quand même à l'utiliser. En tout cas, moi, je l'utilise. L'unité dont j'ai la responsabilité s'appelle Unité des troubles organiques et fonctionnels. Ça peut vous dire qu'au quotidien, je peux même je le vois sans le lire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par trouble organique ? Il n'y a pas de définition aujourd'hui très claire, et aussi cette définition a varié dans le temps. C'est-à-dire que le terme organique aujourd'hui, si vous le définissez tous, chacun, on sera un peu en mal, mais par contre, on a l'impression aujourd'hui, et ça n'a pas toujours été le cas, que c'est opposé à fonctionnel, ce qui voudrait dire pas de pathophysiopathologie pour poser l'étiologie du symptôme. Donc aujourd'hui, de façon un peu naïve,
on oppose organique et fonctionnel, ce qui est probablement faux et probablement qui renvoie à des définitions qui varient dans le temps, qui sont assez floues aussi. Et ça pose plein de problèmes parce que on n'est pas très fort pour penser la causalité. Est-ce que vous savez vraiment ce qui est cause de quelque chose? C'est assez complexe dans la clinique. Est-ce que c'est parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien? C'est une question. Moi, j'ai un ado à la maison qui cherche régulièrement des choses dans la cuisine. Et il ne sait pas où c'est rangé. Et il me dit, il n'y a pas. Non, c'est juste à côté. Mais il ne l'a pas trouvé, quoi. Et je vois que ça vous parle. Et puis, vous voyez bien, moi, si je vous dis, si demain, je prends la garde aux urgences et que je suis le médecin aux urgences et je vous dis, j'ai rien trouvé comme cause organique, ça ne veut pas dire il n'y a pas de cause organique. Voilà. Puis, qu'est-ce que c'est d'éliminer une cause somatique? Vous voyez bien vos patients âgés, ils sont comorbides dans tous les sens. Les services de psychiatrie de la personne âgée, c'est pas des gens qui vont bien physiquement, hein. Enfin, il faut aussi remettre un peu ça dedans. Si on avait comme critère de sélection pour ces unités-là le fait qu'il n'ait pas d'autres maladies somatiques, pas de diabète, pas d'hypertension, pas d'hypothyroïdie, je serais le plus heureux des praticiens hospitaliers. Et c'est une invite à mes chefs présents dans la salle. Voilà. Et aussi, et là j'ai lu un article de Boucault qui est vraiment excellent sur la question des maladies rares. Vous voyez bien, quelqu'un qui a des parcours de maladies rares pour lesquels on ne sait pas très bien faire les diagnostics, qui ont des parcours très longs, hein, alors c'est pas les seuls, les bipolaires peuvent avoir aussi des parcours longs, mais les maladies rares. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un trouble fonctionnel jusqu'au jour où on dit « Ah ben en fait non, vous avez un problème génétique, et d'ailleurs votre famille probablement, etc. » Donc c'est assez compliqué de penser ça. Alors, excusez-moi. Alors oui, je reviens là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire organique et fonctionnel? Je vous disais, on n'est pas très au clair et il y a très peu d'études qui sont allées interroger les médecins sur qu'est-ce qu'ils entendaient comme trouble fonctionnel ou trouble organique. Il y a quelques études dans les années 2010 de Canaan qui allaient interroger des neurologues en leur disant c'est quoi trouble fonctionnel? Eh bien, que 60% vont dire que c'est des troubles non organiques. Donc déjà, vous voyez, ils ne sont pas tous d'accord. À peu près 35 vont dire que c'est une fonction anormale du cerveau. Voilà. Et en gros, ça devient une sorte de fourre-tout avec les symptômes involontaires et même la simulation. Et dans une étude un peu plus ancienne de 91, le terme de syndrome de Munchausen qui va être dans les syndromes fonctionnels. Et vous voyez, syndrome fonctionnel, hystérie, simulation, il y a quand même quelque chose qui reste de là et qui a un peu cette odeur. Alors pour autant, on utilise le terme trouble organique, trouble fonctionnel. Et ça a été étudié, alors il y a très peu d'études, mais en 2019, auprès de psychiatres canadiens, et ils vont dire effectivement on utilise ces termes-là, on n'est pas très à l'aise avec cette utilisation, mais on les utilise. Et là où on trouve qu'ils sont le plus souvent utilisés, c'est à l'hôpital, dans des lieux de formation et aux urgences en réalité. Et ceci, en fait, s'explique très bien, c'est des mesures pragmatiques d'organisation, de communication médicale et d'organisation des soins. C'est-à-dire que un service de neurologie et un service de psychiatrie de la personne âgée, c'est pas la même chose. Il suffirait de mettre 2 images avec des petites vidéos, tout de suite vous sauriez à peu près où vous êtes. C'est pas les mêmes outils de soins, c'est pas les mêmes fonctionnements, et donc effectivement, on va orienter de façon pragmatique et on va utiliser ce langage. Alors moi, je pose une hypothèse là-dessus de pourquoi on utilise ce langage pour mettre des mots sur quelque chose sur lequel on n'est peut-être pas très au clair. Peut-être que c'est juste pour dire je ne sais pas. Et c'est peut-être une façon assez élégante, ou en tout cas au risque un peu de la stigmatisation, de dire notre limite dans la connaissance. En gros, je ne reconnais pas ça, je vois que c'est quelque chose, mais ce n'est pas tout à fait de mon domaine, et il y a quelque chose à penser différemment, au risque un peu de la stigmatisation. Et là, c'est probablement, et ça c'est très important, l'ultra-compétence de reconnaître ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que, en fait, pour créer de la connaissance, il faut être compétent et il faut savoir aussi ce qui fait trou dans notre connaissance. C'est-à-dire que quand Samuel vous fait une présentation et dit « nous on va étudier ça », c'est qu'il sait que ça on ne le connaît pas. Moi quand j'entends apathie, j'ai envie de tout étudier, mais parce que je ne sais pas ce qui n'existe pas. Et donc il faut effectivement une vraie compétence et une ultra-compétence de notre incompétence. Voilà. Et
c'est ce qui va créer effectivement quelque chose. Alors ces principes, ils sont connus, probablement pas assez enseignés, et particulièrement dans les formations médicales. Ça renvoie à deux principes. Un qui est un principe étudié par deux psychologues, Dunning et Kruger, il y a déjà quelques temps, qui mettent en place deux choses. Un, pour mesurer son incompétence, il faut être compétent. Et effectivement. Et alors le deuxième corollaire à ça est un peu plus dramatique. L'ignorance rend plus sûr de soi que la compétence. Donc plus vous êtes ignorant, plus vous êtes sûr de penser savoir quelque chose. Voilà. Alors une fois que vous êtes ultra compétent, votre sentiment de confiance en soi va revenir un peu, mais il y a vraiment un gros creux pendant de nombreuses années de pratique. Et moi je suis toujours surpris, enfin on fait des supervisions par téléphone et les collègues qu'on supervise nous disent, alors c'est des médecins en formation, ils nous disent je suis sûr de ça. Quand ils commencent à dire je suis sûr de ça, ça me met dans le doute et dans un sentiment plutôt de panique que le gars qui va me dire écoutez, j'ai pas tout compris mais je vois ça, ça et ça et voilà. Voilà. Donc c'est effectivement ces deux principes, je les redis ici, pour mesurer son incompétence il faut être compétent et l'ignorance rend plus sûr que soi que la compétence, donc une invitation à la formation. Et l'autre question, c'est la question de l'incertitude médicale, qui est étudiée aussi depuis les années 80-90 par une sociologue, Renée Fox, aux États-Unis. Puis je vous citais aussi ce bel article de Boucault sur les maladies rares. Et l'incertitude médicale, elle est présente. On n'a pas une connaissance totale des choses. Et donc en fait, cette incertitude médicale, elle est sur plusieurs axes. Un, la maîtrise incomplète du savoir disponible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout, et c'est pour ça qu'il y a de la recherche, et c'est pour ça qu'on a foi et espoir dans l'avenir. Les limites propres à sa propre connaissance, c'est pas parce que tout existe, que les choses sont étudiées que je le sais. Par exemple, j'ai appris des choses dans la présentation de Samuel, et puis du coup, je suis un peu plus compétent. Mais toi aussi, tu as appris des choses dans la tienne. Voilà. Et puis, il y a une deuxième difficulté qui renvoie un peu au principe de Dunning-Kruger, c'est la difficulté de distinguer ses propres limites au savoir ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, si vous ne savez pas, est-ce que ça veut dire qu'on ne sait pas C'est-à-dire, si demain je m'intéresse à l'astrophysique, pourquoi pas, j'aurai l'impression que que je sois sûr de mon fait, je vais dire ce que je ne sais pas, c'est ce qu'on ne sait pas. Et non, c'est pas tout à fait la réalité. Donc cette incertitude, cette nécessité d'être ultra compétent dans la capacité à dire je ne reconnais pas, c'est peut-être ça qui se passe dans l'organisation des soins et une expression que j'aime bien aussi qui n'est pas de moi, dans la coopération amicalement hostile entre les disciplines pour pouvoir effectivement arriver à travailler ensemble. Alors les limites de cette philosophie de l'incertitude, on va l'appeler comme ça, ils sont de deux types. Un, le dogmatisme, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il n'y a plus d'incertitude, que la science est toute puissante. Et là, je vous invite à lire un super truc et puis à écouter, si vous avez l'occasion, Bruno Falissard sur un rapport qu'ils viennent de rendre sur comprendre la place de l'irrationalité dans les soins. Absolument un texte que je trouve fondamental. Comprendre la place de l'irrationalité dans les soins, que vous trouverez sur Google, de Falissard. Et puis l'autre écueil, ça serait d'être dans un scepticisme, c'est-à-dire tout est incertain et donc on ne va rien faire. Et là, je cite Jean-Claude Van Damme, plus connu sous le terme de JCVD, un héros pour moi. En vérité, la vérité, il n'y a pas de vérité. Et je trouve qu'on ne cite pas suffisamment Jean-Claude Van Damme dans les amphithéâtres. Alors, ceci dit, en médecine, contrairement à la philosophie ou dans d'autres disciplines, cette incertitude, elle est importante à connaître parce qu'elle va effectivement mettre nos limites, nos fonctionnements, et puis on est là pour le bien du patient, in fine, et organiser au mieux les choses. Et donc quand vous utilisez le terme organicité, fonctionnel, pourquoi pas, mais posez-vous la question pourquoi vous l'utilisez et être au clair avec ça, et puis aussi savoir effectivement dans quel lieu vous l'utilisez et où c'est. Écrire trouble de la personnalité dans une lettre de sortie, c'est pas tout à fait la même chose que de ne pas l'écrire, par exemple. Et en médecine, on a quand même une particularité qui est à un moment que ce rapport à l'incertitude ou au doute,
il va devoir être surmonté parce qu'on va devoir faire des choix, parce qu'on est dans un monde réel, et que si quelqu'un fait un arrêt cardio-respiratoire devant vous, l'incertitude entre plein de choses est possible, mais à un moment il va falloir quand même agir, parce que on fait des études en cours, le comité d'éthique est assez réticent, mais on avance. Et cette rivalité, et parce qu'il y a la réalité de la mort, tout simplement, la réalité du patient sur son brancard aux urgences, et donc il va falloir à un moment agir. Donc moi, je n'ai pas vraiment d'option pour faire évoluer ces termes organicité, fonctionnelle, etc. C'était juste vous interroger vous-même sur quelle pratique vous avez de ces termes-là et pourquoi vous les utilisez. Voilà, mais faites attention à quand même des choses. Le risque de stigmatisation des patients, parce que effectivement, vous voyez bien, nous on aimerait bien être des fois dans d'autres disciplines médicales, etc., pour avoir une sorte de reconnaissance. Mais les patients, ils aimeraient bien qu'on leur dise pas qu'ils aient des troubles fonctionnels. Ils peuvent des fois pas comprendre ça, alors c'est assez compliqué. Et puis l'autre chose, c'est effectivement, est-ce que quand vous faites ça, vous déterminez que vous transférez la prise en charge ou le savoir à quelque chose, ou est-ce que vous co-construisez du soin ? En gros, le risque aussi dans une médecine de plus en plus savante, c'est le risque de la surspécialité et puis du coup de l'accumulation des avis qui n'ont pas beaucoup de sens. Vous le voyez bien en gériatrie, des collègues en parlaient hier, des patients en EMS qui sont sur des projets de fin de vie et qui vont être référés à plein de psychiatres, plein de spécialistes différents, et ça ne fait pas beaucoup de sens dans tout ça. Donc voilà. Donc, une invitation ici à la formation, à la rencontre entre professionnels, à venir à ce type de congrès qui sont organisés par la SF3APA, mais régulièrement, pour pouvoir continuer à échanger. Moi, c'était à peu près ça. Ah si, et évidemment, et interroger la perspective du patient. Je l'avais mis en rouge et puis du coup, je ne le voyais plus. Parce que c'est quand même eux qui sont un peu principalement concernés par ces actions et par ces organisations. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Donc, probablement que j'aurais dû vous faire une présentation sur l'encéphalite. J'aurais appris des choses en plus, mais et vous auriez dit ah ben oui, il y a de l'incertitude et puis peut-être augmenter la connaissance. Bon, ce sera une autre fois. Là, l'idée c'est rappeler ces principes-là qui doivent être fondateurs dans notre formation. Un grand merci pour votre attention et votre attention. Merci beaucoup. Le rendez-vous est pris pour l'encéphalite. C'est vraiment passionnant et ça va nous permettre justement de faire le lien avec la présentation suivante. Professeur Lehmann a pu se libérer malgré un emploi du temps très chargé pour les 2 prochains jours. Il est directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier, professeur en protéomique clinique, spécialisé dans les biomarqueurs. Il dirige aussi le centre d'excellence sur les maladies neurodégénératives. Et il va nous présenter la place des biomarqueurs dans le diagnostic justement des troubles neurocognitifs chez les patients atteints de troubles psychiatriques. On va justement pouvoir développer sur la question de l'incertitude. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir comment peut-être, et vous verrez ce que vous en pensez, l'arrivée de marqueurs biologiques peut finalement être utilisée pour la prise en charge des patients. Et c'est vrai que les marqueurs biologiques, on pense toujours au diagnostic, mais en fait, on voit maintenant que ces marqueurs biologiques peuvent servir non seulement évidemment au diagnostic, mais à faire beaucoup d'autres choses, parce qu'on peut les détecter même quand l'expression clinique d'une pathologie n'est pas encore présente, donc ça peut servir éventuellement à l'évaluation du risque, à des dépistages, encore il faut se méfier de ce terme évidemment, à définir l'histoire naturelle de la pathologie,
au pronostic, au choix thérapeutique. Donc vous voyez un grand nombre d'utilisations, et j'aime bien dire ça en tant que biologiste, que 60% ou peut-être même plus de la décision médicale dépend des biomarqueurs en fait. Vous verrez que c'est vrai. Mais les biomarqueurs, c'est aussi les tests neuropsychologiques, c'est aussi la température, c'est plein de choses. Tout ce qu'on peut mesurer chez une personne, finalement, et qui est quantifiable, si possible reproductible quand même, hein, peut être utilisé, que ce soit à l'imagerie. Évidemment, en tant que biologiste, je vous parlerai plutôt des fluides biologiques, et en particulier des marqueurs que l'on peut détecter dans le liquide cérébrospinal et dans le sang. L'autre chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que l'origine des biomarqueurs, en fait, elle est directement ou indirectement liée à la physiopathologie de la maladie. Et c'est un point très important parce qu'en fonction de l'intimité qu'a le biomarqueur avec la pathologie, on aura des marqueurs qui vont être plus spécifiques d'une pathologie ou plus sensibles, etc. Donc j'ai listé ici, vous voyez que ça peut être impliqué directement dans le mécanisme lui-même, on verra l'exemple pour la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être aussi des biomarqueurs témoins qu'on dit de substitution finalement, de réaction de l'organe à la pathologie. Ça peut être des biomarqueurs liés à l'environnement et aux facteurs de risque, ou ça peut être les biomarqueurs que j'appellerais de retour à l'homéostasie, autrement dit, la manière dont le corps essaie de restituer la fonction, et pour ça, il va par exemple sécréter des facteurs de croissance, il va faire un certain nombre de choses, etc. Donc il faut bien se mettre cette nosologie en tête pour bien comprendre comment et d'où viennent les biomarqueurs et s'ils peuvent être communs à plein de pathologies. Il est évident qu'un marqueur réactionnel, il risque d'être présent dans beaucoup de pathologies, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utile. Vous verrez des exemples tout à l'heure. Alors on parlait des troubles neurocognitifs. Alors évidemment, il y a beaucoup d'origines aux troubles neurocognitifs. Il y a des troubles organiques. Non mais tout est organique, n'est-ce pas? Tout vient de l'organe et des organes. Quoi qu'il en soit, je vous parlerai plus spécifiquement des maladies neurodégénératives, qui est ma spécialité, mais c'est sûr que des troubles neurocognitifs, comme vous voyez là, peuvent venir de toutes ces pathologies, mais aussi des interactions médicamenteuses, enfin d'un grand nombre finalement d'origines diverses. Moi, je vous parlerai plutôt, en effet, des maladies neurodégénératives qui représentent quand même un pourcentage très important des troubles cognitifs importants, au terme de démence. Ces maladies qu'on appelle maintenant, enfin, qu'on préfère appeler neuroévolutives que neurodégénératives, si on peut. Quoi qu'il en soit, vous voyez que la maladie d'Alzheimer, en particulier, représente jusqu'à 60% des cas de démence. Vous avez aussi, sur la diapo suivante, une petite, je dirais, éventail des maladies neurodégénératives auxquelles on est confronté pour le diagnostic dans notre laboratoire. Et vous voyez que toutes ces maladies, d'ailleurs au point de vue mécanistique, sont assez liées. Elles sont liées à l'agrégation des protéines. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un lien finalement entre toutes ces pathologies. Ça permet d'imaginer comment est-ce qu'on peut faire mieux le diagnostic et le traitement de toutes ces pathologies. La maladie dont je vous parlerai pour commencer principalement, évidemment, c'est la maladie d'Alzheimer. Et je vais essayer de vous montrer comment, finalement, on arrive de la physiopathologie jusqu'aux biomarqueurs et quels peuvent être, finalement, l'intérêt de ces biomarqueurs. Et là aussi, je vais vous parler principalement des biomarqueurs qui sont utilisés en clinique actuellement. Parce que, évidemment, dans le domaine de la recherche des biomarqueurs, on a des outils de plus en plus performants pour analyser les fluides biologiques, où on voit des centaines et des milliers de protéines, de lipides, d'acides nucléiques, etc. Et si on regarde la littérature, on voit qu'il y a des centaines et des centaines de biomarqueurs de toutes les pathologies, ou du moins de biomarqueurs proposés. Mais il y a vraiment une grande, je dirais, un grand chemin entre la recherche, le translationnel, la validation clinique, et même une fois qu'on a validé ça, il faut ensuite que ça arrive, entre guillemets, sur le marché. Et là, ça dépend un peu du business plan et d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que tout ce qui existe n'est pas utilisé. Alors, dans la maladie d'Alzheimer, on a, et vous êtes peut-être ou certainement au courant, une altération du parenchyme cérébral avec l'accumulation dans le cerveau de deux marqueurs vraiment pathognomoniques, je dirais, de la maladie d'Alzheimer, qui sont l'association entre les peptides amyloïdes,
qui forment des plaques amyloïdes, ce que vous voyez ici, et ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires, des agrégats de protéines tau. Donc on a identifié, ça fait même une quinzaine d'années, on a identifié ces protéines qui sont impliquées dans ces lésions qui, elles, sont connues depuis plus d'une centaine d'années. Et on s'est dit, tiens, est-ce que du coup on peut essayer de mesurer par des méthodes différentes, analytiques et autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, est-ce qu'on peut mesurer, et est-ce qu'il y aurait des différences entre les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et ceux qui n'en ont pas? Et la réponse est oui. Ces peptides amyloïdes qui forment ces plaques, on peut les retrouver, on peut les doser dans le liquide cérébrospinal, et on constate que ces peptides amyloïdes diminuent. Et puis on peut mesurer ces protéines tau qui sont impliquées dans ces neurodégénérescences, et on constate qu'elles augmentent. C'est quand même bizarre ça. Pourquoi il y en a une qui augmente et une qui diminue? On a toujours à se poser des questions comme ça. En fait, on a une interprétation de la réalité, n'est-ce pas? Et on espère que c'est la vérité, mais on n'en est pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, l'idée est que les peptides amyloïdes, qui sont des petits morceaux de protéines qui sont hydrophobes, ils ont tendance à se coller les uns contre les autres, en fait s'accumulent dans le cerveau sous forme de plaques, et ça fait comme une éponge, ça aspire tous les peptides amyloïdes qui sont solubles, qui sont par là, et du coup quand on les dose, on voit qu'on en a moins, parce qu'ils sont tous accumulés dans le cerveau. Vous voyez, c'est pour ça que ça diminue. Par contre, les protéines tau, elles agrègent, c'est vrai, mais après les cellules meurent et elles sont libérées, et on les retrouve qui augmentent. Donc c'est pour ça que l'un augmente et l'autre diminue. Quoi qu'il en soit, on a pu maintenant, depuis une dizaine d'années, je dirais, harmoniser et utiliser ces marqueurs dans le liquide cérébrospinal. Et je résume la situation ici. On sait que les peptides amyloïdes, alors ils ont des petits noms à bêta-42, ou alors le rapport entre 40 et 42, c'est des petites subtilités, mais le principe est le même. Ils diminuent dans les liquides cérébrospinal. Par contre, la protéine tau qui est impliquée dans ces pathologies, cette protéine tau, elle existe sous différentes formes, une forme, je dirais, globale, et une forme phosphorylée qui est modifiée et qui est le plus spécifique de la maladie d'Alzheimer. Là aussi, j'en reparlerai, mais ces marqueurs ne sont pas exclusifs de la maladie d'Alzheimer, ça dépend comment on les utilise. Quoi qu'il en soit, quand on fait cette association de ces biomarqueurs, vous allez le voir dans les diapos d'après, on améliore de façon très significative la détection biologique de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'on est vraiment à des questions sémantiques de savoir qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer. Est-ce que d'avoir des marqueurs biologiques de la maladie d'Alzheimer suffit à dire qu'on a la maladie d'Alzheimer? C'est un autre sujet, on pourra en parler, je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est en tout cas très important au point de vue sémantique et du changement de paradigme qu'on a sur cette maladie. Le point qui est important de se rendre compte et qui anime beaucoup notre communauté dans ce domaine-là, c'est que ces marqueurs commencent à être positifs jusqu'à 10 ans, voire même plus, avant l'arrivée clinique de la maladie, notamment dans le LCR, et puis évidemment je vais parler du sang. Évidemment ça c'est des conséquences majeures, parce que est-ce que si on les détecte dans un état présymptomatique, on peut dire à la personne vous avez la maladie, vous allez la déclencher, et quand? On a beaucoup d'incertitudes là-dessus, donc c'est à manier évidemment avec précaution. Mais s'ajoute à cela le fait que maintenant il commence à y avoir des traitements qui arrivent sur le marché, et l'idée de traiter des personnes aussi tôt que possible, évidemment, est intéressant, parce qu'on a montré, c'est fort logique, que plus on traitait tôt la maladie, plus ça avait un effet thérapeutique. Est-ce qu'on va même aller jusqu'à traiter des personnes qui sont positifs mais qui n'ont pas encore les formes cliniques? Ça dépend aussi de la balance entre le risque, le bénéfice, et puis aussi l'argent. Beaucoup d'argent peut-être, parce que évidemment c'est des traitements qui sont très onéreux et qui arrivent juste sur le marché. Alors comment est-ce qu'on utilise ça en pratique? Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer n'est pas évidemment que biologique pour l'instant. C'est une combinaison d'écoute du patient, d'examen clinique, de tests neuropsychologiques, et puis dans je dirais la forme classique du diagnostic de la maladie d'Alzheimer, on associe la neuroimagerie classique, scanner, IRM, les tests biologiques de routine pour voir les vitamines, voir les tests virologiques pour voir s'il n'y a pas quand même d'autres origines que des maladies neurodégénératives. Et des études ont été faites en se disant quelle est finalement la précision diagnostique ou la performance diagnostique si on associe tous ces marqueurs classiques qu'on utilise depuis fort longtemps. Et si vous voulez, le gold standard, entre guillemets, c'est de regarder le cerveau du patient quand il est décédé, et puis le diagnostic qu'on a fait, est-ce que vraiment il y avait une maladie d'Alzheimer à ce moment-là? Et on se rend compte que la performance diagnostique, elle est plutôt aux alentours de 70%. Donc dans un tiers des cas,
on se trompe. Et donc, problème quand même. Hein. Alors, vous allez me dire, c'était peut-être pas forcément gênant, parce que jusqu'à quelques années, de toute façon, on ne faisait pas le diagnostic de la maladie d'Alzheimer pour plus de 50% des personnes. Mais comme on est dans une médecine de précision avec l'arrivée de traitement, il faut quand même, et surtout pour l'arrivée de traitement, qu'on soit sûr que les personnes ont la maladie d'Alzheimer avant de leur donner un traitement pour ça, parce que c'est ça qui pose des problèmes, en particulier dans les traitements symptomatiques qui sont donnés à des personnes qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer et qui provoquent évidemment des problèmes. Donc c'est pour ça que ça a évolué en termes de recommandations et qu'on a associé ces biomarqueurs dont je vous ai parlé, biomarqueurs essentiellement amyloïdes et tau, dans le liquide cérébrospinal et en imagerie. En imagerie, c'est ce qu'on appelle le PET amyloïde, le PET tau. C'est des techniques qui sont très utilisées aux États-Unis notamment, parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup le liquide cérébrospinal, mais très très peu en France. Elles ont autorisé d'ailleurs pour le PET amyloïde que depuis, je crois, l'année dernière, lorsque l'on ne peut pas faire de ponction lombaire. Et c'est vrai que là, la précision qu'on obtient sur le diagnostic avec ces marqueurs amyloïdes et tau mesurés soit dans le liquide cérébrospinal, soit en imagerie, elle atteint 80 à 90%. C'est quand même un bond, je dirais, dans la précision diagnostique. Donc ça, c'est quelque chose, maintenant, on reçoit des prélèvements. Alors, l'HAS a donné des recommandations pour l'utilisation des biomarqueurs, mais c'était quand même il y a une dizaine d'années, ça a quand même beaucoup évolué. C'est sûr que ces biomarqueurs peuvent être intéressants dans les formes précoces, enfin des patients qui sont jeunes ou dans les formes atypiques, mais on voit bien que dans la pratique, surtout avec l'arrivée des traitements, c'est des choses qu'on va de plus en plus utiliser. Et nous, on reçoit des prélèvements d'un peu toute la région, et il y a environ 22 laboratoires en France, on est tous un peu en lien, qui font ces dosages pour le liquide cérébrospinal. Le souci du liquide cérébrospinal, comme vous savez, c'est qu'il faut faire une ponction lombaire. Et franchement, faire une ponction lombaire, c'est quand même invasif. Tous les patients ne sont pas prêts à faire ça. On ne peut pas faire des ponctions lombaires répétées en fonction de l'évolution, etc. Donc, ça a des limitations. Et donc, depuis là aussi une dizaine d'années, vraiment, on est dans la partie recherche et développement. C'est ce qu'on fait beaucoup dans mon laboratoire à Saint-Éloi, avec des technologies nouvelles. On essaye de trouver des moyens pour détecter ces marqueurs, non plus dans le cerveau, ou dans le LCR, dans le liquide cérébrospinal, mais dans le sang. Et depuis environ 5 ans à peu près, grâce à des miniaturisations, des améliorations technologiques, on peut enfin mesurer ces marqueurs dans le sang. Et les niveaux, je dirais, de performance qu'on a de ces marqueurs dans le sang sont assez exceptionnels, surtout parce que nous, ça fait des années qu'on en cherche, et finalement, ça y est, on y est arrivé. Je donne quelques exemples. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude un peu de ces courbes, dites courbes de performance diagnostique ou courbes de ROC, mais simplement pour un marqueur donné, on va faire varier le seuil de sensibilité et de spécificité. En fait, ce qu'on voudrait évidemment, c'est qu'un marqueur soit au niveau de mon point rouge, c'est-à-dire 100% sensible, 100% spécifique, c'est-à-dire qu'on détecte 100% des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer et on détecte 0% de ceux qui n'en ont pas. Hein. Mais bon, ça n'existe pas, ça. Le 100% n'existe pas. Pourquoi ? Parce que celui qui dit qu'il y a 100%, il dit qu'il a faux, il a forcément faux, vu que même dans 100% des cas, on n'est pas sûr. C'est une question de certitude. Si quelqu'un vous dit je détecte à 100%, vous dites ça ne marche pas, là. Ça marche pas. Moi, heureusement, je me trompe un petit peu, juste ce qu'il faut. Et vous voyez que sur ces courbes, avec les marqueurs amyloïdes dans le sang, et c'est comparé aux marqueurs du liquide cérébrospinal, on arrive à environ 85% de concordance. C'est-à-dire que quand c'est positif dans le liquide cérébrospinal, c'est positif dans le sang dans 85% des cas, ce qui est quand même un résultat assez important, d'autant plus que on sait que, comme je disais, dans le liquide cérébrospinal, ce n'est pas non plus la vraie vérité, quoi. Mais voilà. Donc ça, c'est pour les marqueurs amyloïdes. Et alors, c'est pas tout de détecter l'accumulation d'amyloïdes dans le cerveau, c'est ce qui est fait là, mais il faut aussi détecter la pathologie. Donc, grâce à différentes cohortes, on a pu montrer que quand on comparait avec ces marqueurs, finalement, les patients qui ont atteint d'une maladie d'Alzheimer avec les troubles fonctionnels, je ne sais pas si on peut dire ça, subjective cognitive impairment, c'est-à-dire on pourra discuter là-dessus, on arrive bien à détecter la différence, et aussi avec les autres maladies neurodégénératives. Donc, les marqueurs amyloïdes, très intéressants dans le sang, mais
quid des marqueurs tau, qui sont l'autre pathologie, qui est d'ailleurs plus en lien avec le déficit cognitif. Et bien là, on s'est rendu compte que la protéine tau, notamment phosphorylée, était intéressante, et même on a maintenant des formes de protéines tau phosphorylées qu'on détecte dans notre laboratoire, qui arrivent à 90% ou 95% de sensibilité et spécificité par rapport aux marqueurs du LCR. Donc on est à se demander si on ne va pas prochainement remplacer la ponction lombaire par la prise de sang. Et là, ça change complètement la donne, parce que du coup, c'est accessible de façon beaucoup plus importante, et c'est aussi un petit peu angoissant, parce que comment est-ce qu'on va l'utiliser? Alors, ce n'est pas tout de passer du LCR au sang, mais on l'a fait dans notre laboratoire sur nos cohortes. On a vu qu'il y avait en effet cette forme qui était beaucoup plus performante, cette forme de 117, et ce qu'il y a, c'est que quand on applique les choses dans la vie réelle autrement que la recherche, on a des fois des surprises. Et un des points qui a été marquant, c'est de montrer qu'en fait, ces marqueurs pétaux, ils augmentent aussi quand quelqu'un a une histoire d'insuffisance rénale. Et en fait, on a vu que c'était très en lien avec la présence, augmentation de la créatinine, baisse de l'infiltration glomérulaire. Et on sait très bien que chez les personnes âgées de plus de 80-90 ans, ça représente quand même Et là, les marqueurs, ils augmentent aussi. On peut imaginer qu'en effet, ils sont moins filtrés, ils augmentent. Donc attention, on risque de confondre une insuffisance rénale avec une maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, c'est les gens qui veulent tout de suite l'utiliser, ils disent... Alors ça, c'est pour le diagnostic, mais quid du pronostic, le suivi des patients dans cette cohorte qui s'appelle Balthazar, où on a suivi des personnes qui avaient un mild cognitive impairment, donc un déficit léger qui peut être dû à plein d'origines différentes. On voit qu'en fait, on arrive à prédire l'évolution, surtout avec phosphoto. Et vous voyez que ceux qui ont des valeurs, ici c'est la conversion en 3 ans vers une forme de maladie d'Alzheimer de type démence, vous voyez que ceux qui ont des valeurs hautes de ce marqueur, il y en a 60%, voire plus, qui convertissent. Donc c'est quelque chose qui est important à savoir pour la prise en charge du patient. Je vous ai parlé surtout de la maladie d'Alzheimer. Il y a un autre marqueur qui est très intéressant dans la pratique et qui arrive aussi, et Stéphanie l'utilise déjà, et qui est valable non seulement pour la maladie d'Alzheimer, mais pour d'autres pathologies, ce sont les neurofilaments. Alors, les neurofilaments, dans ma courbe, tout à l'heure, il était présent. Quand le marqueur il est là, ça veut dire que c'est comme pile ou face. Donc ça ne sert absolument pas. Donc je veux dire, les neurofilaments, ça ne sert absolument pas dans la maladie d'Alzheimer. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la raison, c'est simplement que les neurofilaments, ils augmentent dans beaucoup de pathologies différentes. Donc si quelqu'un il a autre chose qu'une maladie d'Alzheimer, une démence à corps de Lévy, d'autres types de démence, ou d'atteinte même AVC, etc., ça augmente. Donc en fait, ce n'est pas spécifique. Donc on peut dire que ça ne sert à rien. Pas tout à fait. En fait, ça ne sert à rien si on veut voir la maladie d'Alzheimer dans sa globalité, mais dans 2 cas, c'est très intéressant, et c'est noté ici, dans le cas de la trisomie 21 et dans le cas de la démence frontotemporale. Pourquoi? Parce que dans la trisomie 21, où les personnes vont développer une maladie d'Alzheimer placée obligatoirement entre 50 et 60 ans, pour savoir si elles vont déclencher, en fait, on suit les neurofilaments. C'est un marqueur, si vous voulez, de sévérité. Et donc, quand ça augmente, ça veut dire que la maladie se déclenche. Et on peut le voir même avant l'apparition des troubles cliniques. Donc ça, c'est très très important. Et l'autre chose, et c'est quelque chose qu'on utilise dans la pratique, et Stéphanie pourra en parler, c'est pour faire la différence entre troubles psychiatriques primaires et démence frontotemporale, qui est une vraie question. Et là, vraiment, c'est clear cut, c'est-à-dire qu'en fait, quand les marqueurs ils augmentent de façon importante, c'est qu'il y a un trouble, je ne vais pas dire organique, mais un substratum organique qu'on a défini aux troubles qui sont présents. Évidemment, la prise en charge du patient s'en trouve modifiée. Donc ça, c'est important. Petite chose sur les maladies à prions, parce que c'est vrai que les maladies à prions, c'est quelque chose dont on entend parler, et c'est une démence d'évolution très rapide, et il est important de la détecter, comme j'ai fait tous les marqueurs. Pour la maladie à prions, on se sert, vous avez peut-être entendu parler de cette 14-3-3, c'est un petit peu dépassé maintenant. Soit on étudie l'agrégation des protéines, je ne vais pas rentrer dans les détails, soit cette protéine tau dont je vous ai parlé tout à l'heure pour Alzheimer, on s'en sert aussi pour la maladie à prions, parce qu'elle augmente de façon très très importante, parce qu'il y a une destruction cérébrale très importante dans les maladies à prions. Petite chose pour les démences qui sont liées à une protéine qui s'appelle la synucléine, et c'est ce qu'on appelle les synucléinopathies, et ce n'est pas anodin quand même, c'est tout ce qui est Parkinson, démence parkinsonienne, démence à corps de Lévy. Là aussi, on a mis en place dans le laboratoire des marqueurs, mais pour l'instant, ils sont présents au niveau du liquide cérébrospinal uniquement. Et on étudie ces méthodes d'agrégation des protéines. Comme c'est des maladies qui sont liées à l'agrégation, comme je vous l'ai dit, on arrive à reproduire dans le laboratoire, on agite, en fait, c'est des manips, ça c'est marrant à faire, on met tout dans un petit tube, et on agite, et 5 jours après, on revient, après être parti en vacances, si possible, et on a le résultat de l'étude
c'est vraiment cool comme manip. Et on voit que finalement ça agrège et vous voyez que ça augmente. Et on peut, alors toutes les semaines, je prends une photo du résultat. On fait ça en quadruplicat pour être sûr. Et vous voyez que quand ça augmente, c'est qu'il y a une synucléinopathie. Donc en conclusion, c'est ma dernière diapo, vous voyez que les marqueurs du liquide cérébrospinal, on les utilise vraiment en routine pour la détection de la forme biologique de la maladie d'Alzheimer, qui combinée à la clinique et à l'imagerie, etc., confirme le diagnostic, et c'est important pour aussi la mise en place de traitements et la prise en charge. Dans le sang, on va voir comment on les utilise. Les neurofilaments, très importants pour aussi des cas particuliers, et la synucléine pour le liquide cérébrospinal. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et je vais juste en profiter pour illustrer avec un patient dont on s'est occupé ensemble. Enfin, Sylvain ne le sait pas vraiment, mais il a fait le dosage. Disons qu'il ne l'a pas rencontré physiquement, mais il a rencontré ses biomarqueurs. Il s'agit d'un patient schizophrène de 72 ans qui nous a été dressé à la consultation gériatrique dédiée pour les patients avec maladies psychiatriques. Pour une suspicion de vieillissement pathologique. Et la première fois où on le voit, ce monsieur a un haut niveau. Il était dentiste. Il a rapidement arrêté d'exercer, placé en hospitalisation d'office à l'époque, donc quand même une maladie assez sévère. Et on fait une MoCA, il a 30 sur 30, et des neurofilaments qui sont eux aussi négatifs. Et on fait quand même un suivi. Et on discute longuement avec les psychiatres, on travaille beaucoup ensemble pour essayer de modifier un petit peu ces traitements et notamment baisser la charge anticholinergique au vu de son âge et puis quand même de la perte d'autonomie qui est observée. Le patient va mieux, il passe d'une forme retard à une forme PEROS un peu moins anticholinergique et il prend bien son traitement parce que c'était la grande crainte quand même des collègues psychiatres puisque ça fait 40 ans qu'il est en sortie d'essai de SDRE. Donc il revient quand même régulièrement. Et puis on fait le suivi et au bout d'un an, on a sur le suivi gériatrique une amélioration sur le plan de l'autonomie. Une MoCA qui est passée de 30 à 29, donc pas très inquiétant. Par contre, on a des neurofilaments qui commencent à flirter avec la limite. Donc là, on se dit, on va essayer de faire des petites choses. C'est un monsieur qui était sous curatelle. On propose sans urgence de commencer à réfléchir à l'aggravation de la mesure de protection. Et puis, on essaye de mettre en place des petites choses pour essayer de renforcer un peu les réserves du patient avec de l'orthophonie, de l'aide ménagère. Et le monsieur demande de lui-même à passer de son domicile à une résidence senior. Vraiment, là-dessus, il était très compliant. Et finalement, je l'ai revu il n'y a vraiment pas longtemps, il y a 2 semaines. On a refait un mois, je dis une bêtise. On a refait une évaluation et là, la MoCA s'est effondrée. Enfin, effondrée, tout est relatif, mais quand même, il est passé à 24. Les neurofilaments, eux, sont passés en zone pathologique. Et cliniquement, il a une atteinte sémantique, il a une atteinte exécutive. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 ans, son IRM montrait déjà un score Shelton-Cephas-Ekas, donc les marqueurs d'atrophie hippocampique et d'atteinte vasculaire très élevés, à 3 pour les 2 scores. Mais il n'empêche que ce monsieur, le fait quand même qu'on ait un marqueur qui commence à augmenter, on s'est dit, bon là, il se passe quelque chose, donc il faut qu'on mette en place des choses. Donc, ça a quand même permis d'anticiper. À ce stade-là, on n'était pas capable de dire au monsieur, vous avez une démence mixte, c'était trop tôt. Cliniquement, l'autonomie était conservée et ça reste quand même un marqueur important pour définir si on est passé d'une fragilité à un trouble neurocognitif majeur. Mais dans la pratique, ça a quand même changé des choses pour ce patient. Et on espère que du coup, l'alliance, la compliance sur le projet de soins sera un petit peu plus facile. En tout cas, il a été tout récemment placé sous tutelle et ça va quand même permettre de mieux le protéger, ce patient qui est quand même très très fragile. Donc, c'était juste pour vous montrer un exemple de qu'est-ce qu'on peut en faire après, en restant très prudent, comme le disait professeur Lehmann sur l'interprétation. Et je vous propose qu'on passe aux questions.
je répète la question. Allez-y, allez-y. Alors, la question, c'est est-ce que ce patient a donné son accord pour les examens et est-ce qu'on lui a donné les résultats? Alors, on a la chance, en fait, nous, d'avoir le dosage des neurofilaments en soins courants. Donc, ça ne rentre pas dans un protocole de recherche. C'est vraiment une chance énorme qu'on a au CHU de Montpellier grâce à Sylvain Lehmann. Sinon, on ne les aurait pas. Mais évidemment, on lui demande s'il est d'accord pour qu'on fasse une prise de sang et on lui explique ce qu'on va faire dans cette prise de sang. Donc, on lui a expliqué qu'on allait regarder des marqueurs de fragilité de la mémoire. Et après, oui, quand on a mis en place l'orthophonie, on a fait aussi un peu d'ergothérapie et qu'on a proposé une aide ménagère, on lui a expliqué que au niveau des résultats, des scores de tests de mémoire, c'était plutôt rassurant, mais qu'on avait ce marqueur de fragilité de la mémoire qui commençait à augmenter et que donc on allait essayer de travailler ensemble pour renforcer ces réserves. En disant, peut-être que dans un an, ça n'aura pas bougé, et tant mieux, et c'est l'objectif, mais si ça bouge, c'est peut-être le bon moment pour commencer à renforcer les réserves cognitives, parce que ça va permettre de compenser un peu plus longtemps. Et si on n'arrive pas à compenser, ça peut peut-être aider à ralentir un tout petit peu l'évolution et puis tout simplement limiter la perte d'autonomie, les troubles psychocomportementaux, les décompensations psychiatriques en l'occurrence pour ce patient. Donc ça a permis quand même de mettre en place des choses et en gériatrie on utilise beaucoup ce terme de réserve. On n'aime pas trop dire c'est pathologique, c'est pas pathologique. Qui est-on pour savoir si c'est pathologique ou pas? Mais par contre, on explique il y a une fragilité et on va essayer de compenser et on va essayer de travailler ensemble. Et là, il était partant. Et il fait encore plein de choses. Il va à l'opéra, il lit le journal. Alors on voit que sur l'atteinte sémantique, il commence à être gêné, donc il ne comprend pas toujours tout ce qu'il lit dans le journal, mais il fait encore plein de choses. Et c'est certainement ça qui lui permet d'être toujours à la maison. Juste pour ajouter, les neurofilaments, c'est un marqueur un peu générique de toute pathologie. Donc c'est aussi bien neurodégénératif, ça peut être vasculaire, etc. Et c'est pour ça que les marqueurs sanguins qui arrivent nous permettront encore mieux de préciser, parce qu'on saura si c'est de type Alzheimer ou de type non-Alzheimer. Et après, on va aller plus loin avec toutes les pathologies. C'est ça l'idée de la médecine de précision grâce aux biomarqueurs. On n'y est pas encore, mais ça arrive. Alors je relais les questions. Donc la question, c'est la place de ces marqueurs, par exemple les neurofilaments, dans le suivi de nos patients psychiatriques. À quel moment il faut le faire, à quelle régularité? Alors moi, j'ai pas trop la réponse. Alors, c'est la seule à avoir la réponse parce qu'il y a très peu de gens qui ont un an d'expérience. Et qui ont la chance de l'avoir bientôt 3 même. C'est une énorme expérience. Disons que moi, je reste très prudente dans l'interprétation et le retour que j'en fais auprès des patients. Alors, je vois beaucoup de patients en situation de handicap. Je suis gériatre, mais à la base, je suis psychiatre. Donc, du coup, je suis gériatre pour les patients de psychiatrie, du coup. Et je vois beaucoup de patients, notamment atteints de trisomie 21, de patients avec des troubles du neurodéveloppement. Donc, par exemple, pour la trisomie 21, c'est un peu plus simple. On sait que, quoi qu'il arrive, ils vont développer leur maladie d'Alzheimer, puisque le gène de l'APP est sur le chromosome 21. Mais du coup, ce que je propose parfois pour eux, c'est même si cliniquement ils vont bien, de faire un dosage juste pour avoir un point de départ. Donc, même quand il n'y a rien d'inquiétant, j'essaye de le faire. Après, ils ne sont pas toujours d'accord, donc je ne force pas. Mais si à un moment on a l'impression qu'il se passe quelque chose, on va pouvoir comparer, on va voir si ça a beaucoup augmenté ou pas. Après, on a eu des situations où on a des patients où ça avait énormément augmenté et on n'était vraiment pas certain que ce ne soit pas un événement intercurrent qui ait fait monter artificiellement le marqueur. Donc dans ces cas-là, on a essayé de refaire le dosage 2 à 3 mois après. On a eu des cas, un patient avec un accident ischémique transitoire en fait, qui a fait grimper le taux et 2 autres où c'était une épilepsie déséquilibrée. Donc
Voilà, je pense que ça peut être intéressant quand même d'avoir un suivi régulier parce que, comme le disait Sylvain, c'est prédictif de l'évolution et de la bascule vers un trouble qui va vraiment devenir cliniquement bruyant. Ça peut être une aide pour réajuster le suivi. Si j'ai un patient qui a un biomarqueur négatif qui va super bien, je dis on se revoit dans 5 ans et avant si ça va pas. Par contre, si j'en ai un qui va bien, mais où j'ai un neurofilament qui est déjà un peu limite, là je vais proposer de le revoir 1 an plus tard parce que je me dis il y a peut-être une fragilité qui s'installe, il ne faut pas qu'on passe à côté du moment où ça va se déclencher pour l'accompagner au mieux et pour les personnes en situation de handicap pour en anticiper la transition parce qu'il y a toute cette problématique derrière. Mais c'est vrai que c'est pas facile et plus on va avancer, plus on va s'apercevoir qu'il y a des terrains où c'est un petit peu augmenté de base et donc il va falloir qu'on affine aussi nos algorithmes d'interprétation. Mais on en parlera demain aussi avec le repérage du vieillissement dans les troubles neurodéveloppementaux. Sylvain Lehmann a plein d'idées sur des moyens de suivre en étant peu contraignants. Je garde le suspense pour demain après-midi.